Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la suite du chapitre 2, après la Révolution américaine, ses répercussions, notamment en Europe. Euh, on a parlé d'un vent de liberté qui soufflait en Europe après les années 1780-86, au moment où la Révolution américaine prend fin et où les États-Unis deviennent indépendants. Le combat américain a été perçu par beaucoup d'hommes des Lumières, beaucoup de contemporains en Europe, comme justement un combat des Lumières, comme une sorte d'idéal incarné en action. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette expression qui est née, comme quoi donc il y avait un vent de liberté qui allait souffler en Europe dans les années 1780, dans la continuité de la Révolution américaine. Alors, il existe en effet, juste au lendemain de la Révolution américaine, en Europe, un mouvement qui apparaît, qui fait son apparition, qui s'appelle le mouvement des patriotes. Ce mouvement des patriotes, on les appelle aussi les radicaux, rassemble des gens qui veulent profiter de l'impact de la Révolution américaine pour attaquer les bases de l'Ancien Régime, pour saper les bases de l'Ancien Régime et mettre en place des réformes un peu sur le modèle américain. Ce mouvement plutôt des patriotes va concerner des pays comme la France, mais aussi la Grande-Bretagne. Et il apparaît évidemment subversif à ses débuts aux yeux des monarques, aux yeux des monarchies absolutistes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il a donné lieu à des réactions parfois violentes de la part de l'État contre ce mouvement. De manière beaucoup moins radicale, il y a aussi des revendications de réformes qui éclatent en Europe dans les années 1780, des volontés de limiter justement l'absolutisme royal. Et ces revendications sont entretenues notamment par la lecture des philosophes. Montesquieu, Rousseau, Voltaire, et on veut un peu, à l'image de ce que dit Montesquieu, séparer les pouvoirs et réformer l'absolutisme. C'est une période de fermentation intellectuelle qui est très très importante à ce moment-là en Europe. Et vous avez, par exemple, dans les années 1788-1789, un livre qui circule, qui a été écrit pourtant bien plus tôt par l'abbé Mably. Il a été écrit en 1758. Ce livre, c'est Des droits et des devoirs du citoyen. Et dans ce livre, l'abbé Mably œuvre en faveur ou milite en faveur d'une monarchie parlementaire à l'anglaise et réclame des droits, la liberté individuelle, le droit de propriété, de sûreté, la tolérance, par exemple, les libertés économiques. Et ce livre donc connaît un succès très important, même s'il est publié longtemps après avoir été écrit, seulement donc en 1789. Si bien qu'on a un esprit des Lumières qui se répand dans cette Europe des années 1780, qui se répand surtout au sein de la bourgeoisie, au sein des roturiers des villes, parfois aussi au sein d'une petite noblesse, mais qui ne touche pas forcément le peuple ni la plèbe, qui reste attaché plutôt à des formes plus traditionnelles de société, même s'ils contestent évidemment et se plaignent des impôts qu'ils payent. Alors, il ne faut pas surestimer l'influence donc de cette philosophie des Lumières, comme on le disait précédemment, dans le déclenchement de la Révolution, mais le fait est que la Révolution américaine a amené avec elle un vent de liberté sur tout le continent européen et particulièrement en Europe de l'Ouest. Alors, on va s'intéresser de plus près au cas de la France, puisque dans les années 1780, au moment donc où naît la nation américaine, la France connaît une situation économique et sociale explosive. Alors, c'est surtout donc en France que le vent de liberté, de la liberté dont on parle, va souffler. La France est une des plus concernées, d'abord parce qu'elle a participé aussi à la guerre d'indépendance des États-Unis. Elle a envoyé des troupes dont l'action a été décisive parfois. La victoire de Yorktown en 1781
est une victoire qui a été acquise grâce à la participation, entre autres, des troupes commandées par le comte de Rochambeau. Et ces troupes, il a fallu les envoyer loin de l'Europe, combattre, ce qui a signifié aussi une dépense supplémentaire pour la monarchie, non seulement supplémentaire, mais aussi imprévue. Et la France est au bord de la banqueroute dans les années 1780, au bord de la faillite. Il est nécessaire de réformer le système fiscal qui est à cette époque-là totalement archaïque et catastrophique. Alors, plusieurs défauts en effet majeurs apparaissent dans cette monarchie française de droit divin, cette monarchie qui est au bord de la banqueroute. D'abord, un mot donc des impôts. Le problème, c'est que dans cette France de l'Ancien Régime, il n'existe pas à proprement parler de comptabilité publique. Il n'y a pas vraiment de budget de l'État. On puise en fait dans les caisses de l'État jusqu'à épuisement, justement. Une solution, c'est d'emprunter. Mais l'emprunt, l'État, évidemment, au bout d'un moment, se retrouve dans une situation de déficit très important. Alors, l'autre solution pour renflouer les caisses, c'est de recourir à l'impôt, à la levée de l'impôt. Si on regarde le budget de la France à cette époque, à la veille de la Révolution française, donc en 1788, les recettes représentent 503 millions de livres tournois, qui est la monnaie de l'époque de l'Ancien Régime, et les dépenses représentent 630 millions de livres tournois. Vous l'avez compris, donc, il y a là un très profond déficit. Et alors, sur ces 630 millions de dépenses, 310 millions sont consacrés au service de la dette, rien que donc qu'à rembourser la dette, ce qui représente donc un peu plus de la moitié. Alors, on accuse beaucoup, parmi les dépenses, on accuse beaucoup les dépenses de la cour, les fêtes, les carrosses, les feux d'artifice, les dépenses somptuaires du roi. En réalité, d'après les historiens, ces fêtes et ce service de la cour du roi, tous ces frais de bouche, etc., représentent, selon les historiens, entre 25 et 32 millions de livres tournois. 32 millions de livres. Donc, il ne faut pas surestimer le poids de ces dépenses de cour. Le fait est que la guerre a beaucoup pesé, la guerre notamment d'indépendance des États-Unis, et le déficit donc de l'État est creusé. Alors, je vous disais donc, la solution consiste à augmenter les impôts. Des impôts qui, à l'époque, sont très mal perçus et très injustes. On va les étudier maintenant, ces impôts. Dans la France d'Ancien Régime, il existe deux types d'impôts, ça ne vous surprendra pas, les impôts directs et les impôts indirects. Alors, parmi les impôts directs, vous avez la taille. D'abord, la taille qui est payée par les roturiers, par le tiers-État, c'est l'impôt le plus lourd à cette époque-là. C'est un impôt donc direct. Vous avez ensuite la capitation. Alors, comme son nom l'indique, la capitation per capita, la capitation est un impôt par tête qui est payé donc par chaque individu, dont le clergé et la noblesse ont réussi à se faire exempter. Seul le tiers-État paye cette capitation. Enfin, troisième impôt direct très important à cette époque, l'impôt qu'on appelle le 20e. Le 20e représente 5% des revenus, c'est un impôt supplémentaire, et également un 20e des impôts déjà perçus, d'où son nom donc le 20e. Là aussi, le 20e est payé exclusivement par le tiers-État. La noblesse et le clergé ont réussi à s'en faire exempter. Alors, à côté de ces impôts directs, vous avez des impôts indirects. Parmi les impôts indirects, on a d'abord le peut-être plus célèbre, l'impôt sur le sel, qu'on appelle la gabelle. Le sel est en effet produit très important parce qu'il permet, grâce aux salaisons, de conserver les aliments. Donc, tout le monde dispose de sel chez soi, et donc c'est un impôt qui porte sur un produit presque vital, nécessaire. Vous avez ensuite, deuxième impôt indirect, les traites.
Les traites désignent en fait des droits de douane qui sont payés entre provinces. Quand vous alliez d'une province à une autre, de la Guyenne vers la région de la province de Toulouse, ou plus au nord vers la Saintonge et vers la Touraine, eh bien, il fallait à chaque quasiment franchissement de frontières intérieures de province à province, payer des traites, donc une sorte de droit de douane, de droit de passage. Enfin, troisième impôt indirect, ceux qu'on appelle les aides. Alors, les aides, ce sont des impôts particulièrement mal perçus et impopulaires à cette époque, puisque ce sont des impôts sur les boissons, dont évidemment le vin et le cidre, donc des impôts très populaires dans des régions comme la Bretagne ou le Bordelais. Et tous ces impôts, évidemment indirects, et aussi les impôts directs, sont ce qu'on appelle affermés. Affermés, ça veut dire qu'ils sont collectés, la collecte est confiée à des fermiers généraux, qui sont plutôt mal perçus, car parfois ils prennent plus aux gens que ce qui est prévu et ils reversent un peu moins au roi. Donc on les accuse de corruption, de garder l'impôt, de le retenir. Et la collecte donc est très mal perçue. D'autre part, cette collecte de l'impôt, elle n'est pas forcément toujours très efficace, dans la mesure où, dans certaines régions, les fermiers se déplacent pour aller collecter l'impôt, mais ne sont pas forcément toujours bien reçus. Il y a au sein du tiers-État parfois des révoltes qui éclatent, des troubles liés à l'impôt, à la collecte de l'impôt, et il n'est pas rare que des fermiers se fassent tuer en allant récolter ces impôts. Il n'y a pas de système comme aujourd'hui où on reçoit une lettre par la poste et il faut payer l'impôt. L'impôt est payé directement lors du passage du fermier. Et il est vrai que dans certaines régions, par exemple, c'est un exemple qu'on cite souvent les historiens, mais la Corse en particulier, les fermiers ne se font pas toujours très bien accueillir, parfois à coups de fourche et au pire à coups de fusil. Donc la collecte de l'impôt, elle est pas forcément, elle est très mal perçue et elle n'est pas forcément très efficace. D'autre part, vous avez, pour ce qui est par exemple de la gabelle, vous avez une très forte contrebande de sel pour éviter justement de payer la gabelle. Et cette contrebande, elle est menée par des personnes à l'époque qu'on appelle des faussonniers qui sont en fait des contrebandiers qui évidemment font de la contrebande de sel et l'idée c'est d'échapper à la collecte de l'impôt. Mais ces faussonniers, parfois, se font prendre justement le sel par ce qu'on appelle des gabelous. Les gabelous, ce sont des douaniers qui sont normalement chargés de collecter la gabelle, mais qui en fait, quand ils attrapent un faussonnier, eh bien, gardent le sel pour eux-mêmes et évitent de le déclarer et de payer la gabelle. Tout ça pour dire que finalement, ces impôts sont très mal collectés, qu'il y a une forte contrebande. S'ajoute à cela, puisqu'on parle de la gabelle, le problème aussi du fait que certains, pour ne pas avoir à payer la gabelle, certains individus se privent de sel. Mais l'État est malin. L'État royal a imposé même dans la France de l'Ancien Régime ce qu'on a appelé le sel du devoir. Le sel du devoir, c'est-à-dire une quantité minimale de sel que chacun doit détenir et comme ça, l'impôt de la gabelle peut être perçu, en tout cas peut être réclamé à tout individu. Voilà pour ce système fiscal donc, qui est particulièrement injuste et catastrophique. Mais il n'y a pas que cela qui est catastrophique. Il y a également le système judiciaire. Dans la France de l'Ancien Régime, la justice est particulièrement lente, compliquée, cruelle et même injuste. Alors, elle est lente, d'abord parce qu'il existe une multiplicité de juridictions. Il y a la justice royale, exercée au nom du roi, la justice exercée en province, on appelle ça la justice exercée par des présidiaux. Vous avez également une justice au niveau des circonscriptions, ce qu'on appelle le bailliage. Et puis, au niveau du fief, vous avez des justices seigneuriales. S'ajoutent à cela également des tribunaux spéciaux. Tribunaux, par exemple, pour juger des litiges sur des eaux et forêts.
Donc, cette multiplicité des juridictions fait que le système est particulièrement complexe et lent. D'autre part, la justice est cruelle. Elle est cruelle parce que on pratique dans la France de l'Ancien Régime la torture, et notamment ce qu'on appelle aussi la question. La question préalable, c'est avant toute exécution une torture violente pour extorquer les aveux de l'accusé. Alors, cette question préalable a été supprimée en 1780, mais la torture est encore pratiquée, pas forcément avant l'exécution capitale, mais la torture est pratiquée pour essayer d'extorquer les aveux des accusés. Donc, un système de judiciaire particulièrement cruel. Et enfin, parfois même injuste, car beaucoup de juges sont achetés, corrompus donc par des justiciers, par des justiciables. Ces juges, d'ailleurs, on va les appeler cette justice corrompue, hein, des épiciers, parce qu'ils offrent des produits, enfin, en échange parfois d'un jugement favorable. Donc les administrés, hein, sont considérés comme des épiciers, si bien qu'on peut parler d'une justice assez corrompue et qui fonctionne très mal, qui est très mal perçue. Autre point important à souligner, dans cette France des années 1780, les 10 années en fait, qui précèdent la Révolution française, le déclenchement de la Révolution française, sont des années qui ne sont plus celles de la croissance qu'a connue la France pendant quasiment tout le long du XVIIIe siècle, mais sont des années de crise économique, une situation de crise économique très importante qui affecte la France dans les années 1780. Crise économique qui est d'abord celle du vignoble. Les vignobles sont gelés, les hivers sont dans les années 1780 particulièrement rigoureux, les printemps également, et on a les 3/4 des vignobles qui sont touchés. Donc, crise du vin, baisse évidemment de la production, mais baisse aussi des revenus pour les viticulteurs. S'ajoute à cela alors des années d'été où il va y avoir une très forte sécheresse, notamment en 1785. En 1785, une très forte sécheresse sévit l'été en France qui va entraîner la destruction d'une grande partie du cheptel bovin et ovin. On est obligé, faute de pouvoir alimenter et donner à boire donc aux animaux, aux bêtes, on est obligé d'abattre des bovins et des moutons. Ce qui évidemment là aussi provoque une crise alimentaire, une crise des revenus pour les paysans. L'année suivante, en 1786, pour d'autres raisons, notamment diplomatiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, est signé un traité de commerce franco-anglais, un traité de libre commerce, et ce traité, à court terme, va profiter davantage à la Grande-Bretagne et provoquer un certain nombre de difficultés pour les entreprises françaises qui ont du mal à faire face à la concurrence britannique et à écouler leur production, notamment dans le domaine textile. Et alors en France, on va accuser en particulier les États, les rois, d'avoir fait une sorte de pacte de famine contre le peuple français et d'avoir provoqué la faillite d'un certain nombre d'entreprises, de manufactures françaises. On accuse même parfois, c'est des rumeurs totalement infondées, mais la rumeur fait partie de l'histoire, et de cette histoire-là en tout cas, des rumeurs donc disent que tout le blé français, par exemple, va en Grande-Bretagne depuis la signature de ce traité de commerce et que donc cela provoque une pénurie de blé et donc de pain. J'ajoute à cela une année 1788 qui est désastreuse également en raison des orages cette fois au mois de juillet. Là aussi, le blé devient plus rare et le prix du pain augmente de manière très importante. Les consommateurs ont du mal à se nourrir. Il y a donc une situation de faillite de plusieurs entreprises manufactures françaises, un chômage qui s'aggrave, une situation donc de misère qui s'installe et un climat d'inquiétude. Parfois, des paysans ou des pauvres partent chercher du travail dans certaines régions, sont obligés de se déplacer et sèment un climat de peur. Alors, face à cette situation, à la fois donc fiscale, judiciaire et économique désastreuse,
les autorités ont tenté de mettre en place un certain nombre de réformes. Et il serait vain de dire, il serait faux même de dire que le roi et le gouvernement à cette époque est resté totalement les bras croisés et inactifs. Vous avez plusieurs tentatives de réforme qui ont été menées notamment par les contrôleurs généraux des finances pour essayer de résoudre les problèmes fiscaux, les problèmes de collecte d'impôts. Notamment deux contrôleurs généraux des finances, Calonne et Loménie de Brienne, qui vont faire plusieurs propositions au roi Louis XVI notamment. Loménie de Brienne, par exemple, lui propose la création de nouveaux impôts pour tous les propriétaires, donc y compris les nobles et le clergé, ce qui n'est pas forcément très bien perçu par ses ordres. Et donc, cette proposition va tomber à l'eau. Autre réforme qui est menée, celle du garde des Sceaux, Lamoignon. Lamoignon va être donc un des gardes des Sceaux, donc ministre de la Justice très important du roi. Lamoignon propose la suppression de la torture, pas seulement de la question préalable qui a été supprimée en 1780, mais la suppression de toute forme de torture. Il propose également la création de tribunaux spéciaux, uniques, et la création de cours d'appel. Il prévoit même dans sa réforme la création de 47 cours d'appel en France pour unifier le système. Alors, toutes ces tentatives, que ce soit celles des contrôleurs généraux ou bien du garde des Sceaux Lamoignon, échouent car à chaque tentative se heurte un certain nombre de blocages. Blocages qui viennent de la part des ordres privilégiés, qui refusent, par exemple, de payer des impôts, les propriétaires, refus aussi parfois qui provient des parlements. Je vous rappelle qu'il existe plusieurs parlements dans la France de l'Ancien Régime, le plus important, le Parlement de Paris, mais il en existe en province une douzaine. Ces parlements donc, ont une fonction judiciaire essentiellement, ils remplacent, ou plutôt ils exercent la justice au nom du roi dans ses fonctions, dans leurs fonctions. Les membres de ces parlements ne sont absolument pas élus, mais la fonction de ces membres est achetée. On parle de vénalité des charges, c'est-à-dire que pour être parlementaire, donc il faut payer une certaine quantité d'argent. Ces parlements sont composés justement de personnages qui ont des moyens financiers pour devenir parlementaires, qui ont les moyens d'acheter la charge de parlementaire. C'est la raison pour laquelle, en fait, ils sont composés quasi exclusivement de propriétaires, de nobles et d'un certain nombre de représentants de la haute, voire de la moyenne bourgeoisie. Alors, ces parlementaires vont tout faire pour refuser les réformes proposées par Calonne, par Loménie de Brienne et par Lamoignon. Ces parlementaires ont même la possibilité de faire une remontrance au roi. Et la situation va même se tendre face à la situation de crise. À la veille de la Révolution française, le 3 mai 1788, par exemple, le Parlement de Paris, le plus important d'entre eux, va jusqu'à proclamer une déclaration des droits de la nation. Alors, il ne s'agit pas de s'exprimer au nom de la nation tout entière, mais il s'agit de faire une remontrance et de montrer au roi notamment et au gouvernement la puissance du Parlement et sa volonté d'être un acteur des événements politiques. Alors, ça ne va pas au-delà d'une simple déclaration, mais ça vous montre donc la situation de tension politique qui règne à ce moment-là entre les parlements et le pouvoir royal. Autre exemple de ce blocage, le 7 juin 1788, donc à peine un mois plus tard, après la déclaration des droits de la nation du Parlement de Paris, le Dauphiné se révolte. Le Dauphiné, c'est-à-dire la région de Grenoble, les Grenoblois en particulier vont soutenir le Parlement du Dauphiné installé à Grenoble et vont jeter des tuiles sur la troupe royale qui est venue donc à la rescousse. Et au cours de cette journée des tuiles, donc on a un véritable affrontement physique qui s'installe entre le peuple et les parlementaires, le peuple qui soutient ces parlementaires, là, cette fois,
et l'autorité royale qui est prise à partie à travers donc cette manifestation. Vous avez dans les journées qui vont suivre, d'ailleurs, dans les mois qui vont suivre, des émeutes qui éclatent, notamment dans les milieux ouvriers, à Paris par exemple, et donc la situation devient extrêmement tendue. Alors dans ce contexte, le roi là aussi n'est pas, et le gouvernement, sans réaction. Le roi va notamment réfléchir à la possibilité de trouver une solution la plus consensuelle possible dans le respect des institutions de la France d'Ancien Régime. Et une idée qui est avancée, qui est défendue, notamment d'ailleurs proposée par certains parlementaires, mais pas seulement, l'idée qui est proposée, donc, c'est de convoquer les États généraux. Alors, les États généraux, qu'est-ce que c'est? Les États généraux, c'est une assemblée qui a été créée au début du XIVe siècle, donc il y a dans un contexte même de très lointain de monarchie absolue, de monarchie féodale en plein Moyen-Âge, si j'ose dire. Alors, ces États généraux, c'est donc une assemblée. C'est une assemblée qui est une assemblée temporaire, hein, qui n'est pas une assemblée permanente, et qui est composée de représentants des trois ordres, noblesse, clergé et tiers État. Cette assemblée, ces États généraux, ont vocation à autoriser au départ le roi à lever des impôts exceptionnels. Et c'est comme ça qu'elle a été régulièrement convoquée au XIVe siècle, au XVe, etc. Mais ces États généraux n'ont plus été convoqués depuis 1614, c'est-à-dire depuis Henri IV. Dans la pratique absolutiste, notamment de Louis XIII et surtout de Louis XIV, qui a voulu se couper des parlementaires et se couper des États généraux, dans cette logique absolutiste, il n'était pas question de faire appel à ces États généraux. Donc, ils n'ont plus été réunis depuis 1614. Et cette fois, dans ce contexte de crise très très grave, le roi Louis XVI, avec aussi le conseil de ses ministres, va réfléchir à cette possibilité, et cette idée va cristalliser un grand courant d'espoir et va finir par être acceptée par tous. Le roi, donc, annonce le 8 août 1788, en pleine crise économique, en pleine période de sécheresse très importante dans cette France révolutionnaire, le roi donc annonce la convocation des États généraux. Il accepte donc de réunir cette assemblée. Et pour la réunion des États généraux, qui est prévue l'année suivante, en mai 1789, le roi demande à ce que toutes les communes, toutes les petites communes, tous les villes, les villages français rédigent des cahiers de doléances. Cahiers de doléances dans lesquels, évidemment, sont consignées les revendications essentielles de chaque commune, de chaque citoyen. Et pour rédiger ces cahiers de doléances, des réunions locales sont organisées, généralement sous la conduite d'une personne lettrée, la plupart du temps un représentant de la bourgeoisie, voire de la noblesse, qui réunit donc la plupart des habitants. Et des cahiers de doléances sont rédigés. Ce sont une sorte de liste de revendications essentielles. Et dans ces cahiers de doléances, on retrouve beaucoup alors de plaintes, des citoyens, plutôt des sujets, pardon, ce ne sont pas encore citoyens, des plaintes des sujets du roi qui en ont marre de payer beaucoup d'impôts, trop d'impôts, qui dénoncent le système judiciaire. Peu de cahiers de doléances, mais certains quand même demandent une réforme de l'absolutisme et demandent de mettre fin à l'absolutisme et de mettre en place une république à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis. La plupart des cahiers de doléances contiennent des revendications essentiellement matérielles, fiscales, judiciaires, économiques. On veut du pain, on veut payer moins d'impôts, on veut une justice plus efficace, notamment. Alors, à la suite de ces annonces, donc la convocation des États généraux et les cahiers de doléances, en France, il y a un très très grand élan d'espoir. Il ne s'agit pas pour les sujets du roi, il ne s'agit pas de vouloir faire la révolution. Au contraire, hein, Louis XVI est peut-être à cette époque-là au sommet de sa popularité.
c'est, voilà, dans cette France d'Ancien Régime, c'est surtout touche pas à mon despote, mon despote, c'est mon pote, et il s'agit surtout de ne pas remettre en cause l'autorité du roi. On est au contraire sur une dynamique plutôt positive. Cette décision d'ailleurs est saluée dans l'ensemble de la population, et y compris à l'étranger. À l'étranger, en Angleterre par exemple, on voit d'un très très bon œil la réunion de ces États généraux et la France qui se met sur le chemin de la réforme. Alors néanmoins, des questions se posent pour la réunion de ces États généraux. Une question très importante d'abord, c'est combien on va envoyer de représentants du clergé, de la noblesse, du tiers-État. Combien de personnes? Et qu'est-ce qu'on va y faire? Comment on va voter? Ça, c'est deux questions très très importantes. Comment vont être composés ces États généraux et quels vont être ces réels pouvoirs? Est-ce qu'il va y avoir des votes et comment on va voter? Quel va être le mode de scrutin? Alors, vous avez notamment ceux qu'on appelle les patriotes, dont je parlais tout à l'heure, et un certain nombre de représentants du tiers-État qui réclament un minimum d'égalité et qui demandent notamment le doublement du tiers, ce qu'on appelle le doublement du tiers, c'est-à-dire le doublement de nombre de représentants du tiers-État. Et ils sont appuyés notamment par un des ministres du roi qui est favorable à cette initiative, qui s'appelle Necker, ministre très très populaire à cette époque, Necker, qui a été rappelé par Louis XVI en août 1788, qui inspire confiance et qui est favorable au doublement du nombre de représentants du tiers-État. Le problème, c'est qu'on a beau doubler le nombre de représentants du tiers-État, il s'agit d'un ordre qui est non privilégié, et il y a de fortes chances que le clergé et la noblesse, qui sont deux ordres privilégiés, votent ensemble ou dans la même direction. Donc certains proposent que le vote ne se fasse non pas s'il a lieu par ordre, mais par tête. C'est-à-dire qu'on fasse un vote donc nominal. Alors que jusqu'à présent, la pratique aux États généraux voulait que si vote il y a, le vote se fasse par ordre. Et donc dans ce cas, clergé et noblesse, deux voix, tiers-État, une voix, donc on avait forcément une situation avec un vote inégalitaire. Alors cette question anime les débats dans les années 1788-1789. Finalement, à la fin de l'année 1788, le roi va accepter la proposition de doubler le nombre de représentants du tiers-État, mais en revanche, jusqu'à la réunion des États généraux, il ne dit rien, rien n'est dit en tout cas, sur le mode de scrutin de la future Assemblée. Et on reste provisoirement sur un vote par ordre. Le fait est que lorsque la séance des États généraux s'ouvre à Versailles, dans l'hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, donc ce n'est pas au château, c'est à côté, il y a à ce moment-là un très très grand espoir, une atmosphère presque, je dirais, de campagne électorale au cours du printemps 1789. Et alors que le climat économique est toujours très compliqué, vous avez encore des émeutes pour le pain, des émeutes liées à la situation de famine, ce qu'on appelle aussi un climat d'émotion populaire, ces émotions populaires qui désignent justement ces émeutes pour le pain. Eh bien, dans ce climat, malgré tout difficile, vous avez un très grand climat d'optimisme, une très grande euphorie qui s'installe. Et on pense que la France est en train de faire l'apprentissage du contrat social, l'apprentissage du parlementarisme d'une certaine manière. Toutes les perspectives sont ouvertes le 5 mai 1789. Vous regardez rapidement pour conclure ce grand B, vous regardez avec moi cette gravure de Hellman qui a été faite d'après un dessin de Charles Mounet qui est censé donc illustrer le déroulement de cette première séance d'ouverture des États généraux. Et ce qui est très frappant, c'est que la disposition de la salle que vous allez voir matérialise encore toutes les structures sociales de l'Ancien Régime. Vous avez en effet, au fond de la salle, sous le dais, le roi Louis XVI, entouré donc de ses ministres et de sa cour, qui est représenté encore en majesté. Près de lui,
sur sa droite et donc à gauche de la gravure, vous avez les représentants du clergé, qui étaient au nombre de 291, qui sont proches donc du roi. Parmi ces représentants du clergé, alors on n'avait pas que des évêques ou des archevêques, on avait beaucoup aussi de curés, des évêques de province. Parmi les plus célèbres, il y avait par exemple l'abbé Grégoire ou encore l'évêque d'Autun, Talleyrand, dont on reparlera. En face, de l'autre côté du roi, côté gauche, vous avez les représentants de la noblesse, qui étaient de l'ordre de 270, très exactement. Alors, parmi ces représentants de la noblesse, beaucoup sont proches de la cour, mais pas seulement. Vous avez aussi des nobles qui sont issus des provinces. Parmi les plus célèbres, on peut citer notamment le duc d'Aiguillon, Lafayette, le vétéran Lafayette, vétéran de la campagne notamment américaine, des gens comme Clermont-Tonnerre. Donc, il n'y a pas que, alors certes, c'est un ordre privilégié, mais il n'y a pas que des proches, très très proches du roi. Beaucoup, en effet, sont aussi inspirés par la philosophie des Lumières et sont acquis à l'idée d'une nécessaire réforme par le biais des États généraux. Et alors, vous voyez, tout au fond de la salle, mais tout au fond, c'est-à-dire très loin du roi finalement, vous avez le tiers-État, les représentants du tiers-État, au nombre exact de 578. 578 représentants du tiers-État qui sont relégués tout au fond de la salle. Parmi eux, alors, vous avez en fait essentiellement des représentants de la bourgeoisie, des hommes de loi, donc des avocats, des magistrats, quelques parlementaires également, représentants de la bourgeoisie. On ne compte un seul paysan, alors que 90% de la population est paysanne à cette époque. Un seul paysan. Alors, parmi ce tiers-État, on a donc beaucoup d'hommes de loi, beaucoup d'avocats. Les plus célèbres sont notamment Robespierre, déjà lui, dont on reparlera, Barnave, encore Bailly, dont on va reparler aussi. Et lorsque cette séance des États généraux s'ouvre, ces représentants du tiers-État sont extrêmement mécontents du sort qui leur est réservé. Ils sont légués tout au fond de la salle et la question du mode de scrutin n'a pas du tout été résolue. Le fait est que l'espoir est très très grand au lendemain de l'ouverture des États généraux, le 5 mai, mais dès les jours qui vont suivre, cet espoir va totalement disparaître et l'enchaînement des événements va conduire peu à peu à la Révolution française qui va éclater au mois de juin 1789. On verra ça dans le chapitre suivant.